Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'homéostasie du risque. L'homéostat quoi? Calme-toi, même toi tu peux comprendre. Mais allez avant, tu connais la chanson? Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Bon Internet, ne panique pas. Souvent en science, on utilise des mots ultra compliqués, mais qu'on peut expliquer par des phrases ultra simples. C'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, selon mon poteau wiki, en biologie et en systémique, l'homéostasie est un phénomène par lequel un facteur clé est maintenu autour d'une valeur bénéfique pour le système considéré grâce à un processus de régulation. Si t'arrives pas à comprendre, mets des lunettes. Les premiers de la classe, ils ont toujours des lunettes. Ça peut peut-être t'aider. Bon ok, je te l'explique à ma façon. Un système homéostasique est simplement un système qui s'autorégule autour d'une valeur. Par exemple, la température de notre corps se régule de façon homéostasique. On a froid, on tremble. On a chaud, on transpire. Donc concrètement, notre corps a une température autour de laquelle il doit rester. Des actions de régulation vont se mettre en route pour essayer de revenir autour de cette fameuse valeur. Et ben l'homéostasie du risque, c'est un peu le même principe. La théorie de l'homéostasie du risque a été écrite en 1982 par Gerard Wilde, un Canadien. Et elle a été traduite que récemment, en 2012, par Marc Camiolo en français, un de mes anciens formateurs. Si tu as écouté et compris ce que j'ai expliqué avant, tu as facilement pu en déduire que la théorie de Gérald, ouais, je le connais pas, mais je l'appelle Gérald, c'est que le risque chez l'humain est un système qui s'autorégule. On va essayer de rendre ça un peu plus concret. Je vais essayer de te simplifier ça au maximum. Je vais te mettre les références du bouquin si tu veux t'amuser à aller le lire en entier. Et je vais aussi te mettre dans la vidéo le vrai schéma issu du bouquin. Mais vu qu'il est encore un peu compliqué, on va essayer de le simplifier à mort. Donc effectivement, il y a des raccourcis qu'ils ont pris, mais c'est pour essayer de comprendre le principe général. Ceux qui veulent creuser plus loin, allez lire le bouquin. Donc ce que GG commence par nous dire, c'est qu'on a tous un niveau de risque perçu. Voilà. Tu me notes ça mon petit? Merci. Le risque perçu, qu'est-ce que c'est? C'est le risque tout simplement que l'on va percevoir d'une situation. Et donc ce risque perçu, il va bien entendu être personnel. Il va varier en fonction de nos expériences, de nos ressentis, de nos moments de vie, de notre fatigue. Enfin bref, une multitude de facteurs vont pouvoir le faire varier. Et bien entendu, il est personnel. Donc selon chaque situation, mon risque perçu ne sera pas le même que le tien, qui ne sera pas le même que le sien, qui ne sera pas le même que tatata. Et donc on est bien d'accord qu'un risque perçu, on en a tous un, H24, 7 jours sur 7, et quelles que soient les situations, que ça soit en roulant, à l'arrêt, en moto, en voiture, en sport, au bureau, peu importe. Là par exemple, pour certaines personnes, le fait qu'Hector soit garé comme ça, elles vont avoir un risque perçu qui est déjà ultra élevé. Moi je suis plutôt serein. Pourquoi ici j'ai un risque perçu qui est assez faible? Et bien tout simplement parce que la connaissance, le savoir, l'expérience joue sur le risque perçu. Une personne qui va mettre sa moto dans cette situation pour la première fois va se dire « Oh, mais la béquille va peut-être pas tenir. Oh, mais comment je vais faire pour la relever ?» Une fois que tu as expérimenté et que tu as appris, eh bien tu sais que la béquille tient et tu sais qu'il suffit de mettre un peu de poids sur l'extérieur pour la redresser sans avoir besoin de forcer. C'est bien Hector. Et donc si on en vient à des exemples en roulant, on est tous d'accord qu'on évalue en permanence du coup le risque que l'on perçoit de chaque situation et que du coup on va pouvoir la positionner sur une échelle. On est d'accord que dans cette situation-là, le risque perçu est plutôt faible, en tout cas pour moi, et dans celle-là, le risque perçu est plutôt élevé. Encore une fois,
pour moi. Pour certaines personnes, les deux exemples que je viens de prendre, ça aurait pu être simplement peu importe, encore une fois, c'est personnel. Ensuite, GG, il nous introduit la notion de risque cible. Anna, tu notes mon petit? Merci. Le niveau de risque cible, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement le niveau de risque auquel on est bien. Bah t'es con ou quoi? Quand il n'y a pas de risque, moi c'est là que je suis bien. Hein. Eh ben non, c'est là où tu te trompes mon petit. L'humain, il a besoin de prendre du risque. Ah bon? Ce que nous dit GG, c'est qu'on a tous un niveau de risque cible auquel on est bien. C'est-à-dire que si on est en dessous de ce niveau de risque, on se fait chier. Si on est au-dessus de ce niveau de risque, on se fait peur. Grosso merdo, c'est ça. Et encore une fois, ce niveau de risque cible, il est personnel chez chacun de nous. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va imaginer qu'on a un niveau de risque cible qui est ici au milieu. Encore une fois, ce niveau de risque cible, il est personnel. Pour certaines personnes, il sera plutôt bas, pour d'autres personnes, il sera plutôt haut. Si on reprend nos situations de tout à l'heure, je prends ma piste que personnellement, je trouve facile. Donc j'ai un risque perçu qui est bas. Et je prends ma piste que je trouve difficile. Donc j'ai un risque perçu qui est haut. Si tu as compris le principe du système homéostasique, tu te doutes bien que du coup, je vais mettre en place des actions de régulation qui vont dans un cas me permettre de redescendre à mon niveau de risque cible et qui dans l'autre cas vont me permettre de remonter à mon niveau de risque cible. Pour l'instant, on en est là. Et c'est là que va rentrer en jeu la dernière notion, le risque réel d'avoir un accident. On note? Merci. Le risque réel, c'est quoi? C'est ce coup-ci quand on prend les stats, dans quelle situation on avait le plus souvent des accidents. Là, on est bien d'accord que je te parle pas de tôle froissée, on parle d'un accident grave qui a entraîné des conséquences assez lourdes, voire même la mort. Et bien donc, ce qu'on constate, si on prend par exemple les stats de la sécurité routière, le risque réel de mourir sur la route est le plus élevé quand tu as un risque perçu qui est très faible. Et le risque réel de mourir dans un accident de la route est quasiment nul quand tu as un risque perçu qui est élevé. C'est pour ça que statistiquement, si tu regardes l'accidentalité mortelle routière, c'est une route que tu connais, qui est en bon état, un jour de beau temps, où tu es tout seul. Bref, ton risque perçu, il est nul. Et c'est bien parce que ton risque perçu, il est nul, que tu vas te permettre toutes ces petites actions de régulation. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas changer ton CD, tu vas écouter de la musique, tu vas discuter avec quelqu'un, tu vas accélérer, tu vas rouler un peu plus vite, tu vas penser à autre chose. Bref, ça va être des centaines de choses. Et c'est ces centaines de choses-là qui sont tes petites actions de régulation qui vont te faire remonter à ton niveau de risque cible. Parce que concrètement parlant, ta route que tu connais, un jour de beau temps quand tu es tout seul dessus, tu te fais chier et tu as l'impression de perdre ton temps. Donc, tu te permets de faire autre chose en même temps. Et à contrario, une route de montagne que tu connais pas en plein hiver, tu vas pas te permettre de faire toutes ces choses-là. Donc au contraire, tu vas ralentir, tu vas baisser la musique, si ton téléphone sonne, tu vas pas répondre. Voire même si tu te sens pas, tu vas t'arrêter, tu vas te mettre sur le côté, tu vas mettre des chaînes. Bref, c'est toutes ces petites actions de régulation qui vont te permettre de redescendre à ton niveau de risque cible. Et donc du coup, tu comprends bien le problème. Quand je perçois un risque élevé, au final c'est là où j'ai le moins de risque d'avoir un accident grave, et quand je perçois un risque faible, au final c'est là où j'ai le plus de risque d'avoir un accident grave. Oh, c'est le bordel. Mais au final, je pense que t'es comme moi, hein. Expliqué comme ça, tu dois trouver ça plutôt logique, et tu dois peut-être même te dire, putain mais oui, c'est totalement con, on n'a pas pensé à ça avant 1982 ? Bah non. Et donc si tu creuses un peu, tu peux constater que cette théorie, elle colle parfaitement à l'accident de la route comme je viens de te le montrer, mais à l'accident domestique, à l'accident du travail, à l'accident du sport, bref, à la majorité des accidents. Pour Wilde, l'homme est un maximisateur de bénéfices et un optimisateur de risques. C'est page 50 du bouquin. Et personnellement, je suis plutôt d'accord avec lui. Je vais te prendre un autre exemple. Tu te rappelles au début, je t'ai dit que personnellement, j'avais un risque perçu très faible de ma moto garée comme ça. Pourquoi ma moto tombe beaucoup plus souvent que la moyenne quand elle est sur la béquille? À cause de mon expérience, à cause des savoirs que j'ai pu avoir au fil du temps, j'ai un niveau de risque perçu qui est faible. Et je mets la moto dans des situations où quasiment personne la mettrait. Et donc du coup, forcément, de temps en temps, elle tombe. Ce qui est un effet totalement pervers de l'apprentissage. Et si tu te demandes encore, c'est bien beau de savoir tout ça, mais qu'est-ce que ça peut me foutre? Eh bien, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est hyper important de savoir qu'un savoir ne suffit pas, qu'un savoir-faire ne suffit pas non plus, mais qu'on a besoin d'un savoir-être. C'est l'utilisation de ce savoir et de ce savoir-faire qui va faire que tu vas réellement t'exposer à de grosses chances d'avoir un accident grave ou pas. Et donc personnellement, quand je suis en voyage, le fait de savoir ça,
Quand je me retrouve dans des situations les plus anodines du monde, c'est dans ces situations-là où je me dis essaye de ne pas perdre l'attention, c'est là où concrètement tu as le plus de risque de t'en coller une vraie. Et c'est vrai. Au Maroc, je me suis pété la clavicule dans une ligne droite où il n'y avait absolument rien et j'étais derrière à 80 en train de me traîner le zizi. J'ai fait un tonneau avec Junior juste avant Hector dans une montée que je connais par cœur qui est pour moi ultra facile. Je rentrais, c'était fin de tournage, j'étais absolument pas concentré. Bref, toutes les situations assez graves sont engendrées par ce genre de choses. Donc le fait de le savoir va pas te permettre de l'éviter à coup sûr, mais en tout cas va te permettre de réfléchir sur toi-même, sur ton comportement et d'essayer de t'adapter pour essayer de limiter au maximum le risque d'avoir un accident grave. Bon allez, sur tout ça, je te laisse réfléchir et à la revoyure!